Allez, salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo sur la chaîne des rebuts du catch, que ça soit en vidéo ou en audio version podcast sur Spotify, SoundCloud et Deezer. Aujourd'hui, on se retrouve pour une entrevue. Allez, j'ai pas envie de dire exceptionnelle parce que c'est pas le mot, mais en tout cas, nous personnellement chez les rebuts du catch, on est très fiers d'avoir reçu notre invité, à savoir Pat Laprade. Et je voulais vous faire une petite vidéo, une petite intro, on va dire, un peu courte. Moi, Cody McLeod des rebuts du catch, je dis ça au cas où que tu connais pas la chaîne, et j'espère qu'il y aura des nouvelles personnes qui vont découvrir les rebuts du catch. Et donc je voulais faire une petite intro tout simplement pour vous prévenir et s'excuser d'avance parce que pendant l'entrevue, alors nous on a appelé ça une entrevue parce que vous allez le voir, c'est une discussion autour de la carrière de Pat Laprade et non une interview basique comme on peut le voir à la télévision ou sur d'autres chaînes. Nous personnellement ça nous intéresse pas, je dis pas que c'est pas bien, je dis juste que c'est pas notre style. Notre style c'est tout simplement de parler avec la personne qu'on invite et de discuter de plein de sujets. Vous allez voir que dans cette entrevue on parle de catch féminin, de sa carrière de commentateur, de son podcast, bien entendu du livre sur André le Géant, de ses autres livres, etc. Et donc on espère clairement que ça va vous plaire. Et donc lors de cette entrevue on a enregistré sur Skype et malheureusement on va dire Skype n'aime pas Enzo. On devait de base avoir également une caméra sur Enzo parce que faut savoir que Enzo n'a pas de webcam, donc il peut pas enregistrer sa tronche directement, et moi avec mon Shadow je peux pas faire autrement que d'enregistrer mon écran en fait, et donc du coup c'est un peu compliqué. Et comme il n'a pas de webcam, et déjà en plus la qualité généralement des webcams est un peu dégueu, faut l'avouer. Du coup on avait prévu d'enregistrer sa tête de son côté, mais le problème c'est qu'il a une connexion un peu moyenne et du coup il a pas pu m'envoyer ce qu'il a filmé avec son portable, donc du coup vous aurez pas la tête d'Enzo malheureusement. Alors là je dis ça, c'est uniquement pour ceux qui vont regarder la vidéo sur la chaîne YouTube. Si tu es actuellement en train d'écouter sur Spotify, SoundCloud, etc., Deezer, etc., ça changera totalement rien pour toi, bien entendu. Mais donc un premier point déjà ça, et le deuxième c'est que on avait prévu également que Enzo participe beaucoup à cette entrevue. On s'était dit vraiment qu'on voulait faire une discussion entre Pat Laprade, moi et Enzo. Le problème c'est que le micro d'Enzo n'a pas aimé malheureusement Skype, et donc du coup pendant pas mal de temps dans l'entrevue, dès qu'il parlait on l'entendait très mal. Alors j'ai essayé du coup de couper certains moments un peu dans l'entrevue, donc si vous voyez qu'il y a un petit cut, etc., c'est normal, c'est pas qu'on a caché des choses, qu'il s'est dit des trucs qu'on va pas diffuser ou autre, hein. C'est juste que vu la qualité du micro qui était pas du tout écoutable, vous allez voir de toute façon qu'à un moment je dis à Enzo, on peut pas, ça marche pas. Donc voilà, donc on m'entend beaucoup. Mais je tiens également à préciser que on s'excuse déjà parce que malheureusement Enzo participe quand même, on l'entend, mais la qualité est des fois pas trop bonne et on s'en excuse. Mais voilà, je tiens à préciser que c'est pas juste parce que je me suis dit tiens non je voulais faire l'entrevue tout seul ou autre, hein. Donc voilà, c'est un bug qu'on a eu et du coup voilà, on a fait avec les moyens du bord au moment, et puis on s'est démerdé comme ça, donc voilà. Mais en tout cas j'espère que cette vidéo, ce podcast, cette entrevue va énormément vous plaire parce que j'en suis personnellement très fier. Je trouve qu'on a fait une belle entrevue avec Pat Laprade où on parle de plein de choses comme je vous l'ai dit, et donc je vais vous laisser tout de suite avec cette entrevue de Pat Laprade, l'un des gros bonhommes, on va dire, du business, du catch, de la lutte au Québec, un historien de la lutte et plein d'autres choses. Et j'espère que vous allez découvrir tout ça dans cette entrevue. Et si vous le connaissez déjà, profitez-en parce que c'est quelqu'un avec qui c'était très agréable de parler pendant à peu près 1 heure. Allez, je vous laisse tout de suite et je vous dis bon podcast. Ciao, bonsaï. Et surtout n'oubliez pas, soyez curieux, mais c'est pas fini, là ça fait que commencer. Ciao. Allez, salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo, également en podcast sur Spotify, SoundCloud et Deezer. Je suis Cody McLeod et vous écoutez les rebuts du catch, ou vous les regardez tout simplement. Aujourd'hui je suis pas tout seul, c'est une émission assez exceptionnelle pour nous, on est très heureux de recevoir notre invité. Je suis avec Enzo. Salut Enzo, ça va ? Salut Cody, je suis aussi très heureux d'être là avec vous pour cette vidéo, cette interview, cette entrevue des rebuts du catch. Et oui, et notre invité c'est pas
c'est pas un random comme on dit, c'est quelqu'un d'important pour le monde du catch. C'est tout simplement Pat Laprade. Salut Pat, ça va? Salut les gars, ça va bien et vous? Ça va, impeccable, merci à toi. Merci du fond du cœur, comme je t'ai dit en off tout à l'heure. Nous, on cache rien ici, on dit tout à ceux qui nous regardent. Ça fait vraiment plaisir de t'avoir. Moi, je te suis depuis... Enfin, je te suis. Pas dans la rue, t'inquiète pas. De toute façon, j'habite à Brest en Bretagne. Je sais pas si tu vois où c'est. C'est un peu loin du Québec. Effectivement. mais non, mais je suis ta carrière et je suis très heureux de t'avoir. Alors, on va bien entendu ce soir parler du livre que j'ai là. Voilà. Oui. Voilà, le beau livre. Bien entendu, donc c'est avec les éditions Urtubiz, c'est bien ça, si je dis pas de bêtises. C'est bien ça. Oui. Et sur le livre, tu n'es pas tout seul, tu l'as coécrit avec Bertrand Hébert aussi, on l'oublie pas. Il est toujours là, pas tellement loin. Ouais. Et donc, nous, ce qui nous importe ce soir, c'est que, clairement, ce que j'ai remarqué, c'est que les fans français te connaissent pas, ce qui est normal, j'ai envie de dire, parce que... Ce qui est dommage, par contre. Oui, mais voilà. Mais ce qui est dommage, et nous, ce soir, on est là pour faire en sorte que les fans français te connaissent. Okay. On a une petite audience, mais je pense qu'on a une audience de fans, on va dire, entre guillemets, smart. Je suis pas très fan de ce mot, mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Des gros fans. Et pour commencer, et comme ça, tu sais à qui tu vas parler directement, je vais commencer par me présenter rapidement, peut-être pour ceux qui vont écouter les rebuts du catch pour la première fois. Mais tout simplement, moi je suis quelqu'un qui a été fan de catch au même âge que toi, à savoir à 6 ans. Voilà, bon, on a quelques années de différence, mais j'ai commencé à aimer le catch grâce à Hulk Hogan. J'ai vu Hulk Hogan pour la première fois, j'ai fait c'est qui ce moustachu blond? C'est tout de suite, voilà. Et donc j'ai une petite carrière de catcheur en France à l'âge de 17 ans. Et après j'étais arbitre, un peu promoteur, et maintenant je suis commentateur de catch en France pour des shows de catch français. Donc voilà, donc comme ça, petite présentation. Et Enzo, lui, c'est ça qui est drôle avec nous deux, on est un duo, mais c'est totalement différent. Effectivement, alors moi c'est totalement différent. Déjà j'ai commencé le catch en 2014, donc déjà ça date. Ça date pas de longtemps, au contraire. J'ai commencé le catch, à suivre le catch à 11 ans. Et moi ce qui me passionne, moi j'ai 17 ans aujourd'hui. Et donc je suis très très jeune, donc, contrairement à Koji, et je suis cette petite jeunesse dans la chaîne Les Rebuts du Catch, et je suis beaucoup de produits WWE, All Elite, et voilà, surtout du catch français et du catch féminin. C'est mes deux spécialités sur la chaîne Les Rebuts du Catch. Et Enzo, par contre, ton micro est pas trop top. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu vois, Pat, c'est que lui, Enzo, il a 17 ans. Mais il a sorti il y a peu de temps une vidéo sur le catch féminin. Je sais que tu es un grand spécialiste et un grand adorateur du catch féminin. Mm-hmm. Et il a commencé à réécrire l'histoire de la révolution du catch féminin en partant des années avec... j'ai plus le nom. 1940. Mildred Burke. Voilà, avec Mildred Burke. Et donc je pense que c'est bien entendu un nom qui te parle. Ah ben absolument. Mildred Burke a été l'une des pionnières de la lutte féminine. Et bien avant les Lita, Trish Stratus ou Charlotte Flair et Becky Lynch, Mildred Burke, elle faisait les frais des finales, des main events dans les années 40 et dans les années 50, bien avant que ça devienne plus populaire dans les dernières années. Ouais, c'est sûr. Donc ça, voilà, pendant cette discussion, on va parler un peu de tout ça. Mais avant de commencer, je pense que le mieux, c'est que je te présente pour ceux qui nous écoutent ou nous regardent. Parce que comme je te l'ai dit, j'ai travaillé mon Pat Laprade. Et donc du coup, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es tout simplement commentateur pour Raw, pour TVA Sport, avec Kevin Raphaël, qui est, comme on l'appelle aux antipodes de la lutte, c'est bien ça? C'est bien ça. Si je me trompe, tu me dis. Je sais que tu as également, si je dis pas de bêtises, travaillé pour RDS avant, c'est ça? J'ai fait des chroniques, en ligne sur le site web de RDS pendant quelques années. D'accord, très bien. Et tu as du coup également un podcast que j'ai essayé de dire aux auditeurs des rebuts du catch, d'aller écouter. C'est les antipodes de la lutte. C'est disponible partout sur Cube Radio, Spotify, SoundCloud, peut-être pas, je sais pas, mais en tout cas partout. Toujours avec Kevin Raphaël. Et moi, c'est un podcast que j'aime énormément parce que comme le truc, c'est que moi, je parle, on va dire,
un tout petit peu anglais. Et je trouve que tu fais vraiment un podcast avec Kevin à l'américaine, mais en français. Et du coup, c'est très intéressant pour moi d'avoir plein de petites anecdotes. Comme je te l'ai dit en privé, moi, l'épisode sur Owen Hart que tu as fait, où il y a l'entrevue avec Kevin Owens, avec Raymond Rougeau, tout ça, ça m'a clairement très très intéressé. Et j'invite tous les abonnés des Rebuts du Catch à aller voir tes émissions. Donc voilà. Et je sais pas si tu as comment ça s'est créé un peu les Antipodes? Ça s'est créé parce que TVA Sport, où on anime Raw à chaque semaine, voulait Cube Radio et TVA Sport, ce sont deux compagnies sous la même ombrelle. D'accord. Donc, c'est Québécois qui est propriétaire des deux entités. Et il cherchait des podcasts sportifs à diffuser à Cube Radio. Et ils en voulaient un sur le hockey, un sur le foot et un sur la lutte, sur le catch. Donc, ils m'en ont parlé et moi, ben évidemment, ça allait de soi que je voulais faire ça avec Kevin Raphaël, mon comparse à Raw. Et tout de suite, on savait qu'on avait une chimie naturelle, lui et moi. Donc, on a décidé de faire ça. Au début, c'était aux 2 semaines. Et depuis le début de l'année 2020, c'est à chaque semaine maintenant. Donc, on est bien content. C'est un des podcasts les plus écoutés, sinon le plus écouté à Cube Radio. Donc, on est bien content de pouvoir partager notre passion et nos opinions et des fois même des informations privilégiées, des petites primeurs qu'on lance à l'occasion également. Donc, c'est toujours 1h30, 2 heures bien plaisante. Ouais, et puis bien rempli parce que, encore une fois, bah, comme nous, chez les Rebuts du Catch, nous, on aime parler de catch français, de deathmatch. Je suis un grand fan de deathmatch wrestling, de Puroresu, de lucha libre, enfin, et de lutte au Québec aussi, parce que, comme je t'avais dit, on a reçu les amis de C'est juste de la lutte, où on a fait un épisode spécial sur la lutte québécoise, mais ça, on en reparlera un peu plus tard. Et du coup, bah, ce que j'aime également avec ton podcast, c'est que bah, voilà, tu t'arrêtes pas à WWE, alors que tu pourrais tout simplement t'arrêter à WWE parce que tu es commentateur pour Raw, mais non, tu parles de All Elite, de New Japan et de plein d'autres choses, donc c'est très intéressant et j'invite tous les amis abonnés des Rebuts, que ça soit en audio ou en vidéo, d'aller écouter les Antipodes de la lutte. Donc voilà, et j'ai dit à Enzo d'aller écouter et t'as plutôt bien aimé, Enzo. Et alors effectivement, moi j'ai écouté ce podcast cette semaine pour la première fois parce que pour l'anecdote, je suis parti en vacances et sache que tu m'as accompagné. Tu m'as accompagné pendant les longues heures de route pour partir en vacances et c'était très plaisant. Donc, voilà. Je te remercie beaucoup. Donc voilà, bah, on invite bien sûr tout le monde à aller écouter les Antipodes de la lutte. Et puis, moi je fais un bisou personnel à C'est juste de la lutte, avec qui on est très proche également. Et tu es également, et ça c'est un truc important, historien de la lutte au Québec depuis plus de 20 ans, c'est ça? Non, pas depuis plus de 20 ans. Non, je suis impliqué dans la lutte au Québec depuis près de 20 ans. D'accord. Historien, ça c'est... excuse-moi, ça s'est développé un petit peu plus tard. Moi, dans le fond, j'avais commencé à suivre la scène locale ici au Québec, la scène du catch ici au Québec, dans différents rôles. J'avais eu depuis 2001, en fait, j'ai été manager, j'ai fait quelques combats. Et pour réaliser que j'étais pas fait pour être catcheur. Et ensuite, et voilà. Et ensuite, j'ai été également promoteur, booker, j'ai eu animateur également, annonceur, j'ai eu à peu près tous les rôles qu'on pouvait avoir. Et puis, j'ai commencé j'ai créé en fait les prix de l'année dans la lutte au Québec, dans le catch au Québec. Donc, à chaque année, j'ai un comité qui vote pour les différents prix de l'année. C'est moi qui compile les votes, qui fait les textes, qui accompagne les gagnants et tout ça. Et je publiais à chaque année un petit almanach de la lutte au Québec, un peu une revue de l'année, si vous voulez, du catch au Québec. Et pour la 5e édition, je voulais faire un top, un top 25 des meilleurs catcheurs de l'histoire de la lutte au Québec. Okay. Et de fil en aiguille, j'avais demandé à plein de gens impliqués dans le monde de la lutte, dans le monde du catch, de voter.
Et j'ai commencé à écrire les différentes biographies. Et j'étais avec un partenaire qui m'aidait à écrire ces textes-là. Et on a réalisé qu'on avait, on avait plus que juste une autre édition de mon almanach. On avait vraiment les débuts d'un livre sur le catch au Québec. Et puis, on a commencé à bosser là-dessus. Finalement, mon partenaire a dû arrêter le projet de son côté parce que son travail ne lui permettait plus d'avoir assez de temps libre. Et c'est là que Bertrand Hébert est rentré dans l'équation. Et finalement, après plusieurs années, on est capable de publier notre premier livre qui était en français à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, si tu le veux. En anglais, c'était Mad Dogs, Midgets and Screwjobs. Et puis, c'est autour de ces années-là, 2010, 2011, 2012, que j'ai commencé de plus en plus à être connu dans les différents médias ici au Québec. Lorsqu'il y avait un catcheur qui décédait ou une grande nouvelle sur le monde du catch, on m'appelait pour justement que je vienne en parler à la télé ou à la radio. Je me rappelle un des premiers raz-de-marée d'appels que j'ai eu de la part des médias, c'est lorsqu'Édouard Carpentier, qui est évidemment un Français d'origine, Édouard Carpentier est décédé au mois d'octobre 2010. C'est là que ça a vraiment débuté pour moi, où mon nom circulait là, vraiment de plus en plus et bien des médias voulaient me parler. Donc, ça fait une dizaine d'années maintenant là, qu'on m'appelle l'historien de la lutte au Québec. D'accord. Ok, très bien. Et tu as également, du coup, créé le Temple de la renommée de la lutte québécoise, c'est bien ça, en 2005? Oui, au même moment, j'ai créé les prix de l'année et j'ai publié le premier almanach. J'avais également créé le tout premier Temple de la renommée du catch au Québec, qui existe encore d'ailleurs, que je continue à chaque année. Ouais, avec des noms bien connus des fans de catch comme PCO, Kevin Owens, et des noms un peu moins connus en France, mais que Enzo et moi on a appris à connaître suite à Dark Side of the Ring par exemple, sur Dino Bravo, et aussi à tes émissions, et également Gino Brito, que j'ai appris à découvrir. Absolument. Mais ça, on y reviendra aussi. Et donc, comme tu l'as dit, tu as été gérant, annonceur, scripteur, etc. dans la lutte. Et tu es actuellement copromoteur de la promotion Femme Fatale. Oui, tout à fait. C'est ça. Donc voilà, promotion féminine. Enzo se fera un plaisir d'en parler un peu plus tard. Et donc, comme on l'a dit, co-auteur de plusieurs livres avec Bertrand Hébert. Donc, à la semaine prochaine, si Dieu le veut, c'était en 2016 ? Ou est-ce que ma date est pas bonne? C'était en 2013. 2013, d'accord, ok. Donc ma date était pas bonne. T'as fait un livre sur... t'as fait un sur Mad Dog Vachon, c'est ça aussi également? Oui. Voilà, c'était le deuxième que moi et Bertrand on a fait, oui. Et le troisième, donc, c'est sur le géant ferré, la 8e merveille du monde. Non, j'en ai eu un avant. Bertrand a fait de son côté à lui, sans mon implication. Bertrand a fait la biographie de Pat Patterson, qui a été longtemps le bras droit de Vince McMahon, le tout premier champion intercontinental à la WWE. Et puis, moi, de mon côté, j'ai fait un livre sur l'histoire du catch féminin. Qui en anglais seulement, Sisterhood of the Squared Circle. Donc toute l'histoire du catch féminin des années de la fin des années 1800 jusqu'à j'imagine 2017 environ, 2016-2017 jusqu'au moment où on publie. Ça a été publié, je ne me trompe pas, en 2000. J'ai le goût de te dire 2017. C'est peut-être 2018, mais je pense que c'est 2017. Ça fait quelques années, 2 ans, mettons. Bon, Enzo, il faut que tu apprennes l'anglais. Hein. C'est ça, il faut que je m'y mette un peu. Mais j'ai une question là-dessus. Est-ce que tous tes livres sont disponibles aussi parce qu'on a vu que le livre sur André le Géant était disponible en France. On pouvait l'acheter, la version française pour le recevoir en France. Est-ce que tous les autres livres qui sont aussi traduits en français sont disponibles à la livraison en France? Je crois que oui. À travers Amazon, peut-être aussi à travers Librairie du Québec, qui est souvent l'endroit par excellence en France pour acheter des livres du Québec. Sinon, je crois que les libraires peuvent commander des livres du Québec si vous en faites la demande, en autant qu'ils sont disponibles.
Donc, c'est sûr qu'après, bon, à la semaine prochaine, c'est Dieu levé, Mad Dog Vachon, ça date quand même de quelques années. Ça fait 5 et 7 ans respectivement. Donc, je ne sais pas si c'est encore disponible, mais il l'était à l'époque où ils ont été publiés. Peut-être disponible en version digitale, peut-être. Toujours. Ah, ben absolument. Ah, ça, tout à fait. Sur Kindle, un e-book, c'est fort probable que ce soit encore disponible à travers Amazon à ce moment-là, Amazon.fr. Oui, parce que moi je vais t'avouer quelque chose, pour le livre sur le géant ferré, je l'ai acheté en double, version Kindle. Comment ça? Bah en fait, je l'ai d'abord acheté en digital parce que je voulais le lire un peu avant de te recevoir chez nous. Ouais. Et quand j'ai vu qu'on pouvait l'avoir en vrai, je me suis dit mais c'est trop bête de pas avoir cette belle pièce, donc du coup je l'ai acheté. Je te l'avoue, pour le coup, je vais l'utiliser juste pour regarder les images qui sont en très bonne qualité et tout ça. Je vais essayer de bien le garder au chaud en faisant super attention, et puis je vais lire le livre sur mon portable et ça marche très très bien comme ça, quoi. Mais du coup, voilà, je l'ai acheté en double. Ah ben écoute, merci beaucoup. 2 fois plutôt qu'une. Bah ouais, on va dire que c'est la part d'Enzo. Enzo, il a 17 ans. Bon voilà, il peut pas trop encore. Mais voilà. Et donc, dernier point que j'avais noté aussi, donc tu as participé au reportage sur HBO sur André le Géant. Je crois que c'était en tant que coproducteur, c'est ça? Producteur associé. Producteur associé, d'accord. Et c'est quoi la différence peut-être avec un coproducteur? C'est pareil, enfin. Je pourrais pas vous dire. Je pourrais pas dire. C'était le titre. En fait, en anglais, le vrai titre était Field Producer. En français, il n'y a pas vraiment de bon terme pour traduire ça. Donc, le terme le plus proche, c'est producteur associé. D'accord. Et puis, tu as participé également au Dark Side of the Ring sur Dino Bravo. Oui. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Je crois que je suis bien. J'ai peut-être loupé quelque chose, tu me dis? Non, je crois pas te louper quoi que ce soit, ou sinon ça va revenir lorsqu'on va se parler. Ouais, bah oui. Non, mais voilà, comme je t'ai dit, hein, chez nous, c'est une discussion. On est entre amis, avec tout le respect qu'on a envers toi, bien entendu, mais on a envie de faire ça. Nous, on est des fans de catch. On travaille pas à la télévision, on n'est pas des présentateurs ou autres, et puis voilà, on fait notre chaîne le plus sérieusement possible, mais on essaye d'être à la cool et on espère qu'on l'est. Donc voilà. Donc merci à toi d'accepter ce genre de discussion en tout cas. Bon, on va commencer tout de suite en parlant du livre sur André le Géant, le géant ferré comme on l'appelait. Comme on l'a appelé en France, si je dis pas de bêtises. Moi, alors je vais t'avouer quelque chose, c'est que moi je suis pas du tout un lecteur de livres. Je lis très peu. Je suis pas très livre, et donc du coup, là j'ai commencé à lire ton livre. Je suis pas allé bien loin parce que je lis à mon rythme. Je prends mon temps. Mais moi, en tant que Français, et je sais que Enzo, lui, il a pas pu lire le livre, mais nous, ce qui nous intéresse en tant que Français, on adore savoir comment ça se passait dans les années 60, 50 en France, dans le catch, quoi. Et quand j'ai vu des noms dans ton livre, comme Delaporte, l'Ange Blanc, des noms qui m'ont tout de suite parlé, parce que moi, ma grand-mère me disait, moi je regardais l'Ange Blanc à la télé, etc. Et c'est quelque chose, je sais que parmi les fans des rebuts du catch, il y a beaucoup de fans de catch qui aiment bien l'histoire du catch français. Et dans ce livre, on retrouve, en tout cas dans les premiers chapitres, on parle de André en France, et c'est hyper intéressant. Donc déjà, je voulais te dire que le livre, il est facile à lire. Pour moi, qui n'est pas du tout un lecteur de base, et c'est pour moi un très bon point, malgré qu'il est quand même assez épais. C'est 600 pages, hein? Ouais, mais je vais prendre mon temps. On pourrait s'en servir comme gimmick au catch. Ouais, bien sûr. Un coup de livre et tu gagnes un combat. Bien sûr. Enzo, toi, tu avais une question par rapport à André le Géant. Oui, alors effectivement. Alors d'abord, je voulais juste dire que, alors pour vous expliquer, pour t'expliquer un peu mon histoire. Alors par où commencer? J'ai un grand-père qui, dans les années 60-70, était catcheur français dans les foires, entre autres, dans les baraques sur les foires. Voilà, c'est totalement une autre culture. Mais voilà, les noms que Cody ont cités, c'est des noms que je connais grâce à mon grand-père. C'est des noms que j'ai entendus parce que, comme Cody l'a dit, c'est quelque chose. L'histoire du catch français nous intéresse énormément en France. C'est quelque chose on aime beaucoup en parler parce que c'est
c'est un héritage qui est vraiment, vraiment très intéressant. Et moi, sans aucun doute, quand j'achèterai le livre, parce que bien sûr, je vais l'acheter, quand j'achèterai le livre, je le prêterai à mon grand-père qui est toujours là pour lui faire lire le livre et pour lui rappeler des souvenirs, tout ça. Et ça sera avec plaisir que je discuterai encore une fois de catch français, comme j'aime le faire. Enzo, on t'entend très mal. Essaye de faire quelque chose pour ton micro, on t'entend très très mal. Je m'excuse. Il y a Skype qui t'aime pas. D'habitude, on passe pas par Skype, Pat, pour tout expliquer. On passe par autre chose et ça marche un peu mieux. Est-ce que c'est mieux, Enzo? Ça devrait être... Ah, voilà, là c'est mieux. Vas-y. Alors, je reprends d'où j'en étais. Le catch, tu as dû t'en apercevoir pendant ton voyage en France. André est une légende, que ce soit en Amérique, au Québec, ou même en France chez les fans, mais est très peu connu en France. Enzo, on t'entend pas, Enzo. Je sais pas ce que tu fais avec ton micro, mais en gros, ce qu'il veut dire, Enzo, c'est que dans le bureau du président de la République française, il y a un tableau avec André le Géant. Avec un tableau et nous, ce qui est surprenant pour nous en tant que fans de catch, c'est qu'en France, personne connaît André le Géant, hormis les fans de catch en fait. Est-ce que toi, quand t'es parti en France, t'as vu que les Français ne connaissaient pas vraiment André le Géant au final? C'est la première fois que je m'en rendais compte. Moi, je ne savais pas à quel point le géant était méconnu en France. Et je me souviens, lorsque on y avait été avec l'équipe de HBO, j'essayais de dire Géant Ferré, André le Géant, André the Giant, et oui, certaines personnes c'était vague, mais j'ai comme réalisé que OK, il y a quelque chose ici. Et lorsque j'y suis retourné pour travailler sur le bouquin comme tel, pour réinterviewer les frères du géant. Je me souviens, j'ai été prendre quelques pots avec Christophe Egus. Agus, ouais. Agus, oui, excuse-moi. Il n'y a pas de problème, le commentateur de la WWE depuis avec 20 ans. Exactement. Exactement. Donc, j'ai été prendre quelques bières avec Christophe et c'est lui qui me disait qui m'a expliqué un petit peu plus l'histoire de la WWF en France et qui m'expliquait qu'effectivement, le géant était assez méconnu parce que lorsqu'il est parti en Amérique en 1971, bien par la suite, on n'a plus jamais entendu parler de lui jusqu'à ce qu'il revienne avec la WWF dans les années 80. Et même à ce moment-là, on savait qu'il était français, mais on l'avait perdu de vue pendant tellement d'années. Et en plus, ça a été une époque dans les années 70, à la fin des années 70, où le catch en France n'était pas aussi populaire qu'il l'avait été. Il y avait eu une période de 30 ans où le catch était extrêmement populaire. Et là, à la fin des années 70, ça ne l'était plus. Donc, à cause de tout ça, et aussi parce que la WWF n'était pas disponible à tous en France, c'était disponible sur des chaînes payantes. Donc, l'exposure, la visibilité de la WWF en France n'était pas peut-être celle d'aujourd'hui. Donc, le géant a comme été un peu méconnu dans son propre pays. Et j'avoue que j'étais surpris. Je pensais qu'il y avait plus de gens. Parce qu'au Québec, tu vois, le géant a été à temps plein au Québec de 71 à 73 et de 80 à 83. Et pourtant, le géant est encore connu aujourd'hui. Il a laissé une marque tellement importante ici au Québec. Ça a été les Québécois l'ont adopté. Tout le monde voulait interviewer le géant. Il faisait des talk shows, il faisait des sitcoms. Tout le monde se l'arrachait. Et il y a eu vraiment un gros impact. Et je me rends compte que le Québec a été... le Québec se rappelle plus du géant que la France. Oui, bien sûr.
géant. Et ça m'attriste un peu de savoir ça parce que c'est probablement le lutteur français qui a eu la plus belle carrière mondiale ou internationale de l'histoire du catch. Et je trouve ça un peu triste de savoir ça. Ouais, c'est sûr, mais si ça peut te rassurer, sache que les jeunes fans de catch français, même comme Enzo, quand il a un bon micro... Normalement, c'est bon. Ah, bah là, c'est parfait, Enzo. Là, normalement... Non, normalement, c'est bon. Ah bah normalement c'est bon. Mais tu vois, quelqu'un comme Enzo qui a 17 ans connaît le André le Géant. Enfin lui c'est quelqu'un qui... Bah toi Enzo t'es fan de catch, tu regardes plein de trucs old school, t'essayes de t'intéresser à ce qui s'est passé avant. C'est ça. Et voilà, les fans de catch en France connaissent tous André le Géant, malgré qu'ils l'ont pas connu pour les trois quarts. Donc voilà. Enzo, si t'avais quelque chose à dire du coup. Moi je suis toujours aussi choqué, même malgré le fait que moi j'ai appris à découvrir André, parce que du coup c'est pas du tout ma période, vous l'imaginez bien. Bah... Je l'ai appris à le découvrir au fur et à mesure. Moi je trouve que c'est vraiment dommage qu'en France ce catcheur soit si peu documenté. C'est là où le livre intervient hyper bien dans cette histoire, c'est que il y a très peu de personnes. Par exemple, moi j'ai appris qu'André avait été du côté du Japon traité très tard. Je savais pas pendant une période, même si je connaissais André, je ne savais pas qu'il avait été au Japon. Et c'est plein de petites choses comme ça qui fait que André est très documenté en France et qui fait que sa mémoire se perd un peu. Et moi personnellement, je trouve vraiment ça dommage parce que j'aime le catch français, j'aime énormément ce qui se fait actuellement. On te repère, Enzo. Ah. Non, normalement, désolé, vraiment désolé. Bah, c'est pas grave, écoute, ça arrive, c'est les problèmes, vas-y. Mais moi, j'aime le catch français et j'aime énormément l'histoire et l'héritage du catch français. Donc, je trouve ça vraiment très dommage. Donc voilà, donc en gros, bah ça, tu vois, Pat, c'est que ce qu'on essaye de t'expliquer avec nos mots et les problèmes de micro, c'est que je pense que André le Géant en France peut être toujours vivant entre guillemets grâce aux fans de catch français en fait. Et c'est sûr que la population, le grand public ne le connaît pas ou plus, mais les fans de catch français en parlent énormément et dès qu'il y a un petit truc par rapport à lui, parce que mine de rien, bah, comme je t'ai dit tout à l'heure, dans le bureau, dans un des bureaux de Emmanuel Macron, il y a un tableau avec André le Géant derrière. Alors je sais plus d'où ça vient. Vas-y Enzo, tu avais les informations. Alors c'est un artiste, c'est si je me trompe pas l'artiste qui a fait le logo Obey qui est la marque avec la célèbre tête de André. Il a fait un énorme tableau avec Marianne. Et au milieu de cette Marianne, si je ne me trompe pas, très léger, hein, mais il y a la tête d'André dans ce tableau, c'est assez surprenant et très peu connu. Donc voilà. Je sais pas si tu as entendu, du coup. J'ai entendu un mot sur deux, mais assez pour comprendre ce que Stanzo essayait de dire, oui. Ouais, mais voilà, c'était très surprenant. Est-ce que tu étais au courant de ça, du coup? Non, j'étais pas au courant que que Macron avait un tableau du géant. Non, parce que moi, je me souviens que ce qu'on était surpris, c'est lorsqu'on a été à Molien, qui est le petit hameau là, qui était où André est né, en fait, dans le village du Cis-sur-Marne. Il n'y avait absolument rien sur André. Il y a évidemment Samuel Beckett, qui est le fameux auteur, prix Nobel de littérature, qui avait sa maison là-bas. Et bon, il y a une plaque qui dit bon quelle maison il habitait. Il y a une rue Samuel Beckett à Molien, et il n'y a absolument rien sur André le Géant. Et ça nous avait surpris parce que pour nous, André le Géant, et bon, même si Samuel Beckett est un auteur internationalement connu, pour nous, André le Géant est une vedette internationalement connue au même titre. Donc, on était un peu déçus de voir qu'il n'y avait pas grand-chose. Il y a maintenant une murale à Hussy-sur-Marne à côté du bar La Marne, où André allait souvent jouer aux cartes, prendre un pot et tout. Il y a maintenant une murale à l'extérieur avec le visage d'André, mais c'est tout récent. Donc, avant ça, il n'y avait absolument rien, même à Hussy-sur-Marne. Moi j'aimerais savoir quand ta passion pour le géant ferré est née.
Parce que on l'a dit tout à l'heure, ta passion pour le catch, c'était à peu près à tes 6 ans. Mais du coup, c'est arrivé à tes 6 ans quand tu l'as vu la première fois? Ben, c'est pas vraiment une passion pour le géant ferré. C'est tout simplement que, étant donné que j'ai lu et étudié beaucoup sur l'histoire de la lutte au Québec, bien évidemment, le géant a tellement été une vedette marquante ici que j'ai beaucoup lu sur lui aussi. Et lorsque HBO ont commencé à travailler sur le documentaire, ben mon nom est ressorti à quelques reprises. Il y a des gens qui leur disaient « Vous devez parler à Pat Laprade ». Et ben, j'ai commencé à travailler avec eux là-dessus. Et pour moi, et ça allait de soi, que lorsque le documentaire serait terminé, que mon prochain projet avec Bertrand Hébert, ça serait un bouquin sur le géant. Donc, c'est pas nécessairement une passion. C'est plus ta passion pour le catch, quoi. C'est ma passion pour le catch. Et dans ma passion pour le catch, ben, j'aime écrire sur différents sujets. Et le géant, pour nous, était un sujet idéal là, pour en faire un livre. Ouais, donc voilà, en fait nous on voulait pas vraiment rentrer dans les détails du livre parce que nous on invite vraiment tout le monde à acheter le livre, à aller découvrir ce qu'il y a dedans. J'aurais pu essayer de trouver des anecdotes du livre, mais l'objectif c'est pas de raconter le livre dans cette émission, c'est de dire à ceux qui vont écouter l'émission d'aller le voir, d'aller acheter le livre. J'ai vu des gens qui se sont plaints du prix, 35 $ ou 35 €, ça les vaut 10 000 fois. Je le dis clairement, ça me rend encore fou de voir des gens gueuler sur un prix de 35 €. Alors je dis pas que c'est pour toutes les bourses, que tout le monde peut l'acheter facilement et tout, mais quand on voit le nombre de pages, le travail qu'il y a dû avoir, je sais pas combien de temps tu as travaillé sur les livres avec Bertrand? Si on compte pas le travail que j'ai fait pour le documentaire et les recherches qu'on avait déjà fait pour nos autres livres, donc à un moment donné, c'est sûr qu'il y a de l'information qui se recoupe. Uniquement pour le livre, c'est 2 ans de travail. Ouais, bah oui, 2 ans, ça les vaut bien, hein, voilà, mais c'est vraiment un... Et puis pour une fois qu'on a un livre sur la lutte en français, faut en profiter, on apprend plein de choses, pas que sur André le Géant, parce que... La version Kindle, la version e-book est moins chère pour ceux qui ont un moins grand budget. Donc, il y a toujours cette version-là qui est la même histoire, en fait, là. Bien sûr, parce que on en apprend beaucoup sur André le Géant, mais on en apprend aussi sur les racines du catch au Japon, par exemple. Et moi, étant fan de Puroresu actuellement, c'est un truc qui m'a tout de suite intéressé quand je vois des personnes comme Riki Dozan ou ce genre de catcheur. Et enfin voilà, donc c'est vraiment un super livre que j'ai pas fini bien entendu parce que je prends mon temps, mais que je conseille à tous de le lire. Et c'est vraiment le but qu'on voulait te recevoir pour ça, pour mettre en avant. Bon, on n'a pas beaucoup non plus énormément d'audience, mais le peu d'audience, si on peut t'avoir des personnes qui achètent ton livre, on sera content en tout cas. Mais voilà. Sur André le Géant. Est-ce que Enzo, ton micro marche? Alors, est-ce qu'il marche ou pas? Pour le moment, ça va. Je pense que tu vas devoir faire des phrases courtes. C'est ça, je vais essayer. Je voulais juste dire que c'est important de soutenir le peu de documentation sur le catch en français. Je pense aussi à donc, ce genre de livre. Je pense aussi, par exemple, à Dark Side of the Ring qui, nous, ça a été traduit en français et qui est excellent, qui est super cool. Je pense, voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont traduites, qui ne sont pas traduites, qui sont en anglais. Il y a des livres sur Shawn Michaels, sur Mike Foley qui a fait des super livres en anglais. Malheureusement, on n'a pas cette chance. On n'a pas cette chance de pouvoir les avoir en français. Donc, le peu de documentation sur le catch qu'on a en français, c'est important de le prendre. Donc voilà, on t'a compris, mais il faut pas que tu fasses plus long, Enzo, sinon on te perd tout de suite. Je vais essayer de faire. Il n'y a pas de problème, t'inquiète pas. Donc je voulais enchaîner un peu cette discussion avec toi pour parler rapidement de ton métier de commentateur pour TVSA, c'est ça? Ouais. TVA Sport. TVA Sport, pardon. Et du coup, c'est une chaîne qui est quoi au Québec? C'est une chaîne qui est disponible sur le câble, qui est... Oui, c'est une chaîne qui est disponible sur le câble. Une des 2 chaînes sportives au Québec. Donc, TVA Sport fait partie d'une autre chaîne qui s'appelle tout simplement TVA. Et qui est une des plus importantes chaînes de télévision privée dans tout le Canada, en fait. Et du coup, tu as commencé à commenter en quelle année? Octobre 2017. Et comment t'es arrivé
à être commentateur. Écoute, c'est un peu drôle. En fait, moi, les fois que j'avais essayé d'être commentateur pour de la lutte locale ici, pour des DVD ou des trucs comme ça, j'avais jamais aimé. Je me sentais pas à l'aise dans ce rôle-là. Et à chaque fois que je le faisais, j'en gardais jamais un bon souvenir, une bonne expérience. Et on est en France avec l'équipe de HBO. On vient de terminer ma partie à moi. Donc, dans le fond, on était là depuis le lundi matin. On est jeudi après-midi. On vient de tourner mon entrevue dont une partie est d'ailleurs dans le documentaire sur HBO. Et on se prépare à aller souper, à aller dîner en France. Oui. On t'inquiète pas, on comprend ici, on comprend. Et l'équipe, elle, reste une journée supplémentaire pour tourner juste des images sans entrevue. Donc, moi, ma partie est terminée. Je reviens à Montréal le lendemain. Et donc, le jeudi, je suis dans ma chambre d'hôtel et je fais une parenthèse. L'hôtel où nous étions, c'était l'hôtel de la Trémole à Paris. Et c'est le même hôtel où André est décédé en 93. Et un des membres de notre équipe était dans la même chambre où André est décédé. Ouais. Alors ça, c'était vraiment spécial. C'était un moment où on a fait... OK, là, il y a un signe, quoi. Il y a quelque chose. Il y a un signe. Donc, je suis dans ma chambre et je me prépare pour le dîner et je reçois un courriel et c'est la secrétaire du patron de TVA Sport. D'accord. Donc, on est en mai 2017 et elle me demande, elle me dit en fait que le patron de TVA Sport voudrait me rencontrer avec la directrice de la programmation. La directrice de celle qui décide quelles émissions vont passer à la télé. Et je lui donne mes disponibilités, puis elle me dit parfait, telle journée, telle heure, il n'y a pas de problème. Et c'était, à ce moment-là, je ne le savais pas, mais c'était pour m'offrir le poste de commentateur à TVA Sport pour Raw. Donc, c'était un peu spécial que je sois en France pour un gros projet comme celui de HBO et qu'au même moment, TVA Sport me contacte pour ce qui est devenu maintenant là, Raw à TVA Sport. Là, nous, on a l'émission les mercredis soirs. On a une heure d'émission de Raw les mercredis soirs. Et bien voilà, c'est Kevin Raphaël qui venait de signer avec la boîte et qui est un très grand fan de catch, évidemment. Et le patron lui avait demandé avec qui il voulait travailler. Et immédiatement, il m'a nommé. On ne se connaissait pas, Kevin et moi, du tout. Moi, je le connaissais de nom, lui aussi, mais on ne s'était jamais rencontrés. Mais il écoutait beaucoup, il écoutait certains podcasts américains ou canadiens anglais. Et ben, j'étais régulièrement interviewé sur différents podcasts aux États-Unis également. Et puis, c'est de cette façon-là qu'il me connaissait et qu'il savait qui j'étais. Donc, il avait demandé à travailler avec moi. Donc, c'est de là qu'ils m'ont passé en entrevue, comme on dit. Et ben, tout de suite, ça a cliqué, Kevin et moi. Et en octobre, on faisait notre première en octobre 2017. Ça fait maintenant presque 3 ans. Bah c'est super et moi je sens vraiment qu'il y a une affinité, enfin une amitié entre vous deux, enfin surtout quand je vous écoute. Alors je vous ai pas écouté sur TVA Sport, bah, tu t'en doutes j'imagine, mais en tout cas sur les antipodes de la lutte, je sens vraiment qu'il y a une amitié et c'est ce qui fait que bah on joue bien notre rôle. Non, c'est pas un personnage. Ah ouais d'accord. Oui, non, il n'y a pas de personnage. C'est vraiment une amitié. On est rapidement devenus amis, puis on a rapidement développé une chimie ensemble et un sens de la répartie un envers l'autre. Moi, j'ai une question en tant qu'auditeur des Antipodes de la lutte. Est-ce que vous étiez amis même le jour où vous avez essayé de créer une carte Alors, pour expliquer aux auditeurs des revues du catch, Pat Laprade et Raphaël ont eu une super idée. L'idée était bonne, c'était de vendre la plus belle carte avec les catcheurs des plus grandes promotions. C'était ça à peu près l'idée. Ouais. Et moi, je t'ai tout de suite compris rapidement parce que le but, c'était que toi, tu étais en tant que promoteur et Kevin était peut-être un peu plus en tant que fan, peut-être. Et du coup, vous avez été pas du tout d'accord pendant bien 1h10
10 de podcast. Et c'est un podcast assez particulier, du coup. On s'est enfargé et on a commencé à faire valoir nos points et à argumenter. Et pour vrai, je me rappelle, on s'est même excusé la semaine suivante. Donc, ça m'a... c'était une très bonne idée sur le coup, mais par contre, je répéterai pas l'expérience, mais on en garde. On en fait maintenant des blagues. Parce que, tu vois, je faisais un quiz récemment et j'avais 10 questions à poser à Kevin et un auditeur m'avait écrit pour me dire « Oublie pas de demander une question qui concerne le temps des matchs », parce que Kevin, dans sa carte, il donnait le temps de chacun des matchs. Et je trouvais ça lourd, je comprenais pas pourquoi. Et à ce jour, je comprends pas pourquoi. Moi non plus, je t'avoue. et là, on a fait des blagues maintenant, mais j'avoue que pendant quelques jours, on s'est peut-être pas envoyé de SMS. Ah ouais, d'accord. Ah mais ça arrive, hein, dans un duo avec Enzo, des fois, ça arrive aussi hein, de se prendre des petites prises de tête. Est-ce que Enzo, tu es parmi nous là? Comme la journée où Enzo, son micro ne marchait pas. Par exemple, quand on reçoit l'invité le plus important des rebuts du catch et que son micro ne marche pas, par exemple. Voilà, par exemple. Est-ce que tu... Vas-y. Oui, ça devrait être bon. J'ai juste une question. C'est de savoir, parce qu'on parle depuis plusieurs temps du documentaire HBO sur André le Géant. Alors, je sais qu'il est disponible en anglais. Est-ce qu'il a été traduit en français ou est-ce que c'est prévu? Parce que j'avais vu quelques rumeurs là-dessus, mais j'en ai pas su plus. Il a été disponible au Québec. Il a été traduit au Québec, mais par contre, je ne sais pas si c'est disponible en France ou pas, cette version-là. Mais il a été effectivement traduit en français avec des Québécois. Je ne sais pas s'il y avait des Français aussi, mais je sais qui faisait ma voix à moi. Parce que moi, c'est pas moi qui... Moi, dans l'entrevue, je parle en anglais, bien évidemment. Le documentaire est en anglais. Et je suis pas formé pour doubler. Donc, moi, j'ai pas fait ma propre voix en français. Et c'est un comédien québécois que je connaissais qui a fait ma voix. Donc, mais oui, il a été disponible en français. D'accord. Alors, je voulais parler très rapidement, parce que je vois le temps qui file, mais parler un peu de Dino Bravo. Parce que je t'ai entendu dire que c'était le Hulk Hogan québécois. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu aux Français qui vont écouter et regarder cette vidéo qui était vraiment Dino Bravo rapidement, bien entendu, et je conseillerais d'aller voir le Dark Side of the Ring sur Dino Bravo où on explique un peu la vie qu'il avait, la star qu'il était et sa fin de vie qui est assez tragique quand même. Dino Bravo a commencé à lutter au début des années 1970. Ses parents étaient bien amis avec Gino Brito, donc deux Italiens de Montréal, Dino Bravo, qui avait également dans sa famille un oncle qui faisait partie de la mafia à Montréal. Dino a commencé à lutter dans les années 70 pour lutte Grand Prix principalement. Et par la suite, bon, quand le territoire a connu une chute de popularité, a commencé à lutter un peu aux États-Unis, un peu partout au Japon. Lorsque Gino Brito devient promoteur suite au décès de son père en 1980. Il devient promoteur d'ailleurs avec Franck Valois, qui a été un Québécois, un des Québécois qui a fait du catch, qui a fait beaucoup de catch en France. En France, il a été également garde du corps de plusieurs hommes politiques français. Donc, il y avait Gino Brito, Franck Valois et André le Géant également. C'était les trois promoteurs à l'époque. Et Dino Bravo revient au Québec et devient presque instantanément une grande vedette, une superstar. Il avait un caractère bouillant. Il était bon dans les interviews, dans les entrevues. Il avait un physique musclé. Oui, absolument. Il était fort, il est reconnu pour être fort. Il avait un franc-parler également. Et lorsque tu l'entendais parler, tu savais que le heel était pour écoper et pour vraiment goûter à la médecine de Dino Bravo. Et il a eu des rivalités, il est très bien également booké, il a eu des rivalités contre les plus grands heels de l'époque pour Montréal, donc Mask Superstar, qui est devenu par la suite un des membres de Demolition à la WWF.
Il a eu une rivalité avec il a eu une rivalité avec Sailor White, avec Rick Valentine, avec King Tonga qui est devenu Haku à la WWE par la suite. Great Samu qui a également fait partie de la WWF par la suite. Donc, il a eu ces rivalités épiques ici pour le territoire et les fans l'ont adopté instantanément. Et les plus vieux fans se souvenaient de lui lorsqu'il luttait dans les années 70 en équipe avec Gino Brito, mais il est vraiment sorti de sa coquille dans les années 80 et à lui seul pouvait attirer là, des foules records et remplir les arénas partout ici au Québec. Donc moi, quand j'ai commencé à écouter le catch, j'avais 6 ans, c'était en 82, 83, et Dino Bravo était pour moi ce que Hulk Hogan est devenu pour toi peut-être ou pour d'autres d'autres amateurs par la suite. Il avait un physique imposant, il avait une prestance, un charisme. Lorsqu'il luttait à un moment donné, il pouvait vendre et vendre et vendre pendant des plusieurs minutes et à un moment donné, là, un peu comme Hulk Hogan faisait, il faisait un comeback et c'était beau le frapper. Puis Hulk Hogan faisait ça, mais Dino Bravo, je me souviens, il était comme ça. Puis là, amène-en des coups, puis il revenait à lui et ça levait, la foule se levait de leur siège. Moi, je me souviens autant à la télévision que lorsque j'allais voir des événements au Forum de Montréal, par exemple, ou au Centre Paul Sauvé, Dino Bravo est rapidement devenu mon préféré. Ouais. Et ça, c'était... à ce moment-là, je connaissais à peine c'était quoi la WWF. Donc c'était quelques années avant c'était même quelques années avant qu'Hulk Hogan devienne champion de la WWF. Donc, pour moi, Dino Bravo était vraiment le Hulk Hogan du Québec. Et à un point tel que lorsque la WWF a fait des shows, des événements conjoints avec la promotion locale ici en 1985-86, il y avait un match qui devait avoir lieu entre Hulk Hogan et Dino Bravo. Et Vince McMahon a décidé de ne pas aller de l'avant avec le combat parce qu'il croyait que il avait la crainte que Hulk Hogan ne soit pas plus populaire que Dino Bravo à Montréal et il ne voulait pas teinter la popularité d'Hogan dans aucun de ses territoires. Alors, ils ont tout simplement annulé le combat et envoyé Dino Bravo et Hulk Hogan dans 2 matchs en simple différents. Donc, c'est pour vous montrer à quel point Dino Bravo était vraiment un catcheur populaire ici, là. Nous, on a une phrase chez les Rebuts du Catch, c'est « Soyez curieux », c'est notre gimmick, notre catch-phrase. Parce que comme je te l'ai dit un peu plus tôt, nous on parle de tout. Et clairement, je conseille à tous les auditeurs d'aller découvrir ce Dark Side of the Ring. Je sais que beaucoup l'ont vu, mais c'est quelque chose qui, moi, quand je l'ai vu, alors je l'ai vu en anglais, donc j'ai peut-être pas tout compris, tous les petits trucs, mais de ce que j'ai compris, c'était quelqu'un d'exceptionnel et sa fin de vie. Je vous laisserai découvrir si vous ne connaissez pas, mais c'est quelque chose d'assez surprenant tout de même. Ouais. Enzo, est-ce que tu avais quelque chose à dire sur Dino Bravo rapidement, et assez court si possible? Je suis désolé Enzo, mais avec ton micro, faut pas que ça fasse trop long. Non, pas de problème. Moi, c'est un catcheur que j'ai découvert dans le Dark Side of the Ring. Je connaissais de nom, mais je connaissais pas vraiment. Et pareil, je trouve ça dingue que ce genre de catcheur soit pas plus documenté, en tout cas en français. Lui qui venait du Québec, si je me trompe pas. Donc oui, c'est un Dark Side of the Ring à voir comme la plupart des Dark Side of the Ring. Et je regarde toujours, j'ai toujours pas vu celui sur New Jack, que moi étant fan assez de deathmatch hardcore, je sais que c'était un affreux personnage un peu, enfin que c'est toujours d'ailleurs. New Jack était spécial. Un des rares lutteurs que la WWE n'a jamais voulu engager. Oui. Je pense je pense que ils ont bien fait, je pense. Je voulais rapidement, alors ça va prendre un tout petit peu plus de temps peut-être, mais je vais essayer vraiment de ne pas prendre trop de temps. Comme je te l'ai dit, on est en lien avec le podcast C'est juste de la lutte, et on a fait un podcast spécial pour présenter la lutte québécoise actuelle aux Français. Et donc avec Guillaume de C'est juste de la lutte, on a créé une carte avec les plus grandes stars actuelles du catch québécois, et je voulais te la partager et que tu me dises un peu qu'est-ce que t'en penses.
Donc voilà. Ça risque d'être intéressant. C'est la carte CJDLL feed rebut, hein, voilà. Et puis avec le, du coup, on a choisi de l'appeler le Québec Mania. On avait trouvé ça comme nom, voilà, Ouais. très simple, mais très voilà. Avec comme guest, on avait choisi Sami Zayn et Sexy Eddie pour faire des petites interventions, voilà, des petits trucs. Peut-être un Sami Zayn pour une promo de début ou quelque chose comme ça. Le premier match qu'on a choisi en opener, c'est Matt Falco contre Benjamin Toll. Je sais pas si tu as un mot à dire sur ça, ou je vais dire toute la carte et limite. Oui, dis toute la carte et je vais commenter par la suite. En deuxième match, on a choisi de mettre un match féminin avec bien entendu Lufisto, Mélanie Avoc et Miv O'Farrell. En troisième match, un four-way entre Mosquito, Mike Bailey, Marco Estrada et Travis Toxic. En quatrième match, Frankie the Mobster et Kevin Blanchard en 1 contre 1. En cinquième, étant donné que je suis un gros fan de deathmatch, on était obligé d'en mettre un deathmatch entre Crazy Fucking Manny, Channing Decker, Excess et Green Phantom. En sixième, un match par équipe entre Tabarnak de Team et Super Smash Bros. Le Dark Order chez All Elite. Et en main event, pour le titre CJDLL Rebut Title, Matt Angel contre PCO. Voilà. Quelle est ta réaction sur cette carte? Intéressant, de beaucoup de très bons catchers. J'aime l'idée de voir Matt Angel contre PCO. C'est un combat qu'on n'a pas vu. Ou en tout cas, si c'est arrivé, c'est peut-être arrivé au Saguenay, la ville où Matt Angel vient, mais sur une grande scène, ce match-là n'est jamais arrivé. J'aime le contraste de style entre les deux. Et puis, bon, évidemment, la TDT contre Dark Order, bon, ça, c'est un combat, qui a déjà eu lieu et c'est probablement deux des 3 meilleures équipes des 15 dernières années au Québec. Et la troisième, ça serait Everrise qu'on voit à NXT. Matt Martel et Chase Parker, qui sont évidemment deux Québécois également. Tu as reçu dans ton émission? Oui, effectivement. Donc oui, écoute, ça, c'est pour moi, je toucherai pas à ce match-là non plus. Frankie the Mobster contre Kevin Blanchard, un bon match 1 contre 1. Kevin Blanchard est quelqu'un qui, je crois, a connu une excellente progression dans la dernière année. J'ai eu la chance de le voir à quelques reprises avant la pandémie et je trouvais qu'il avait amélioré beaucoup de choses dans la façon qu'il catch, dans la façon qu'il se présente. Il a changé son look un peu aussi? Le style avec Frankie serait différent, mais si Frankie est en forme cette journée-là, ça peut sortir un gros match, mais c'est sûr que ça va être un match différent d'un match entre, par exemple, Kevin Blanchard et Matt Angel, où là, tu vas avoir un match où les manœuvres de haute voltige, le high flying, va être beaucoup plus à l'honneur, et à ce moment-là, ça sera un match tout autre. Tu m'as parlé d'un death match avec... Ouais. Manny, Phantom, Excess et Channing Decker. C'est ça. Un gros bordel. Oh oui, ça va être un bordel. Ouais, je vais laisser ça à ça. Ça va être un bordel. C'est pas ta spécialité, peut-être. C'est pas ma spécialité. Ça va être un bordel. On va parler d'un autre combat. Tu m'as parlé d'un combat entre Matt Falco et Benjamin Toll. Ouais, Benjamin Toll, j'adore le personnage, j'adore la personne également. Un ami à moi qui connaît ses meilleures années dans le catch depuis 3-4 ans maintenant. Ancien partenaire d'équipe de Matt Falco. 2 grands gaillards, 2 gros bonhommes qui sont capables de bien lutter un contre l'autre. Donc oui, ça, ce match-là. Je suis pas sûr que je le mettrai en opener. D'accord. Pour moi, un opener doit être un match un peu plus... match rapide.
un peu plus vivant. Ouais, exactement. Ce match-là va être un peu plus, à mon avis, un peu plus old school, un match où les deux vont travailler la foule extrêmement, donc les fans vont être très impliqués dans le match, mais pour moi, un opener doit être un peu plus vivant, un peu plus rapide. Donc j'aurais peut-être mis un autre match. Et est-ce que j'en oublie un? Oui, il y avait le match féminin. Je sais très bien que copromoteur de Femme Fatale, Lufisto, la légende, hein, clairement, moi qui ces derniers temps, il y a eu des histoires avec CZW, mais étant fan de Deathmatch, je suis fan de CZW, je l'ai vu là-bas faire des Deathmatch, donc voilà. Et Lufisto avec Maeve O'Farrell et Mélanie Havoc. Mélanie Havoc, je trouve, manque d'expérience encore pour être dans ce genre de match-là. Maeve O'Farrell est la vedette montante de la lutte du catch au Québec. Par contre, présentement, elle doit prendre une pause du ring car elle attend un bébé. Donc, elle est enceinte. Donc, la COVID arrive au bon moment dans sa vie. En tout cas, pour le catch, au moins, là, il y a des inquiétudes au niveau d'accoucher en COVID, mais bon, on va souhaiter que tout se passe bien. Donc, Lufisto et Maeve O'Farrell, pour moi, serait un match plus solide, étant donné l'inexpérience de Mélanie Havoc. Si j'avais eu à mettre une autre catcheuse dans le match, j'irais probablement... si elle n'était pas blessée en ce moment, j'irais avec Vanessa Craven, qu'on a vu à Young Classic, entre autres. Sinon, sur la scène locale, j'essaie de voir qui je pourrais mettre. J'essaie de voir en revue là, les... Écoute, il n'y a pas eu de catch au Québec depuis 5 mois. C'est pareil en France, on est en manque. Donc là, j'essaie de voir... non. Pour vrai, je me demande si le meilleur match-up ne serait pas Lufisto et Maeve O'Farrell, un contre un. Mais sinon, il y a d'autres catcheuses avec plus d'expérience que je mettrais à la place de Mélanie Havoc. Ok, mais là, en fait, comme c'était l'objectif de présenter des catcheuses et catcheurs québécois aux Français, c'est pour ça qu'on est à beaucoup de matchs à plusieurs également. Mais très bien. J'avais compris. Mais je suis très content d'avoir ton avis en tout cas sur cette carte. Et puis voilà, nous on essaye de parler du catch québécois et ça fait plaisir en tout cas. Enzo, t'avais un petit truc à dire sur le catch féminin rapidement? Et effectivement, alors moi je fais partie des rares gens, en tout cas en France, c'est l'avis général, je fais partie des rares personnes à aimer ce que on fait avec cette révolution féminine depuis 2015. Aussi d'un côté parce que j'ai grandi dans cette période. Moi, voilà, les premiers... Allez, je veux pas... La première star que j'ai vue... Oui, la première star que j'ai vue, c'est Charlotte. Moi, je suis tombé amoureux de Charlotte complètement. Donc, je voulais savoir ton avis sur le catch féminin actuellement et cette révolution. En ce moment, je trouve que les deux personnes qui se démarquent le plus depuis un mois et demi à la WWE, c'est Sasha Banks et Bayley. Pour moi, ces deux-là sont exceptionnels en ce moment. Tu vas être copain avec Enzo, Pat. Bayley a su finalement maîtriser son personnage de heel. Elle est meilleure qu'elle n'a jamais été dans ce rôle-là. Et en équipe avec Sasha, les deux font la paire, comme on dit. Et c'est ce que je souhaitais, qu'on leur donne toute l'or à la WWE, parce que c'est rare qu'on fait ça. Elles sont championnes par équipe, championnes individuelles à Raw et SmackDown. Et pour moi, elles sont tellement divertissantes. J'aime leur promo. Les matchs sont solides, les matchs sont bons, que ce soit Sasha avec Asuka ou Bayley avec Nikki Cross. Donc pour moi, écoute, j'aime ce que la WWE a fait avec la division féminine. Ils ne pouvaient faire pire de toute façon. Et ils ont donné une plateforme qu'ils n'avaient jamais vraiment donnée, pas sur une aussi longue période et pas à autant de catcheuses. Il y avait eu Wendy Richter
dans les années 80, Wendy Ritter qui avait avec Cyndi Lauper avait en 84 avait même eu un match qui avait été diffusé à MTV et qui avait propulsé un peu l'ère, ce qu'on a appelé la rock and wrestling, l'ère où le rock et la musique s'entremêlaient avec le catch. Et mais ça a été que de courte durée. On voulait en faire une Hulk Hogan féminine et ça n'a pas vraiment donné le résultat voulu. Mais on lui a quand même donné cette opportunité-là. On l'a essayé également avec Lita et Trish, mais encore là, sur une très, très courte période. Donc, avec quand est arrivé... Blaze aussi, Pat? Pardon? Avec Alundra Blaze aussi, dans les années 80. Ah, Alundra Blaze également, mais pas dans les finales, par contre. Alundra Blaze... On a ramené le titre féminin, mais elle ne faisait pas les finales des shows. Il y a eu Chyna également, à qui on a donné un personnage complètement différent, mais pour vrai, c'était la première fois qu'il y avait autant... Pour une fois, on croyait en 2015 que la WWE engageait et faisait lutter leurs lutteuses pour leur qualité de catcheuses et non pas pour le look et non pas pour leurs attributs, exactement. Et ça a commencé avec NXT, évidemment, et par la suite, on a amené ça sur Raw et sur SmackDown, et je veux dire, j'étais là l'an dernier à WrestleMania lorsqu'il y a eu la finale entre Becky Lynch, Charlotte Flair et Ronda Rousey. Et moi, quelques années auparavant, et c'est drôle parce que dans notre livre sur l'histoire de la lutte féminine, Sisterhood of the Squared Circle, Ronda Rousey n'avait même pas encore été signée avec la WWE à l'époque. Et à la toute fin, on parle de Ronda Rousey et on en parle comme étant probablement la femme qui pouvait attirer le plus de fans vers le monde de la lutte professionnelle si elle décidait de faire de la lutte professionnelle, de faire du catch. Et on était un peu clairvoyant là-dedans parce que on savait que Ronda Rousey était intéressée par le catch. Et on se disait que si jamais un jour les femmes étaient pour faire la finale d'un WrestleMania, c'était pour être Ronda Rousey qui en faisait partie. Et pour moi, ça a toujours été Ronda Rousey contre Charlotte Flair. Oui. Charlotte Flair qui avait le nom Flair et qui est probablement la meilleure lutteuse, ou en tout cas l'une des meilleures lutteuses à la WWE. Et là, on a ajouté Becky Lynch à ce duo, tout simplement parce que la popularité de Becky a vraiment explosé. Grâce à Nia Jax, la seule bonne chose que Nia Jax va avoir fait au cours de sa carrière. Et là, tu as eu un match à 3 qui... C'est sûr que, WrestleMania a commencé le dimanche et s'est terminé le lundi. Là. Ouais. Donc, ça a été, pour nous en Amérique, à tout le moins, là, ça s'est fini pour nous, il après... était 8h du matin en France. Ah c'est ça. Donc, mais pour nous, ça a commencé avant minuit et ça s'est terminé après minuit. Donc, c'est sûr que par le temps que ces 3 femmes-là arrivent dans l'arène, ils avaient eu le temps de se réchauffer, de se refroidir, de se réchauffer, de se refroidir au moins 4 fois. Ouais. Donc, ça n'a peut-être pas donné le résultat qu'on aurait voulu en termes de qualité de match, même si c'était un match qui était très décent. Mais en même temps, ça a quand même permis à des femmes de faire la finale de WrestleMania pour la toute première fois. Et je veux dire, ça n'a pas été parfait depuis 5 ans, mais je pense que la lutte féminine, le catch féminin est beaucoup mieux positionné à la WWE maintenant qu'il l'était avant. Et juste pour ça, il faut voir ça comme une réussite. Parce que, si ça n'avait pas été de ça, on n'aurait pas les Bayley, Sasha Banks, Becky Lynch, Asuka, Charlotte Flair, les Shayna Baszler. On n'avait pas ce genre de lutteuses-là dans les années 90, dans les début des années 2000. On avait des divas et ils agissaient en divas et on les bookait. Il y avait Jacqueline quand même qui était... Enfin, je me souviens de Jacqueline, moi, qui était assez... Il y avait Jacqueline. Certaine, quoi. Il y avait Beth Phoenix, mais on leur permettait pas de faire les combats qu'on leur permet. Moi, Bayley contre Sasha Banks à Brooklyn, à NXT Brooklyn, j'étais là en première rangée et c'était un des meilleurs matchs que j'ai vu live
C'était un match extraordinaire. Donc, on leur permettait pas de faire ce genre de combat-là. Même pas à Natalia, on lui permettait pas de faire ce genre de combat-là. Donc, c'était des 4 contre 4, des 5 contre 5 qui duraient 1 minute et demie ou 2 minutes. C'est pour ça, moi, j'avais interviewé Maryse Ouellette, la Québécoise, qui est mariée avec le Miz, pour notre premier livre sur l'histoire de la lutte au Québec. Et elle me disait que elle, lorsqu'on lui a demandé d'être valet, d'être gérante, d'être manager, ben elle était contente parce que ça voulait dire qu'elle passerait plus de temps à la télévision. Parce qu'à ce moment-là, comme catcheuse, elle faisait des 5 contre 5 de 2 ou 3 minutes. Ouais. Mais être manager, ça lui permettait au moins d'être au petit écran pendant un 7, 8, 9, 10 minutes. Ça lui permettait de faire autre chose. Donc, c'était ça à l'époque. Et je suis content de voir l'évolution. On peut pas parler de révolution parce que la révolution s'est faite à l'extérieur de la WWE. C'est fait beaucoup plus sur la scène indépendante avec des promotions comme Chimère à Chicago, qui a encore aujourd'hui la meilleure, la plus grande promotion de lutte en Amérique du Nord pour les catch féminin, bien évidemment. Mais j'aime parler d'évolution. Il y a eu une évolution dans le catch féminin, mais je suis quand même content de ce qu'on fait aujourd'hui avec ça. Et dans le côté mainstream, il y a TNA quand même qui a mis avec les knockouts, a mis le catch féminin pas mal en avant, même si. Absolument, absolument. Donc, c'est pour ça que je dis que la révolution s'est faite aussi ailleurs. Par contre, c'est sûr que la WWE demeure la plus grande compagnie de lutte, celle qui a le plus de visibilité, c'est la plus grande scène. Donc, tant que la WWE n'embarquait pas dans la vague, le catch féminin n'aurait pas connu le succès qu'on le voit aujourd'hui, et ça a permis à des catcheuses sur le circuit indépendant qui n'espéraient plus être engagés par la WWE de l'être. Je pense entre autres à Mercedes Martinez, qui a commencé à NXT, qui pour moi est une des lutteuses les plus complètes au monde. Et je veux dire, si c'était pas de ce changement de cap de la WWE, Mercedes Martinez n'aurait peut-être pas été embauchée, ni Shayna Baszler, ni Ruby Riott. Il y a un paquet de catcheuses qui n'auraient jamais eu leur chance si c'était pas le changement d'opinion qu'on avait à la WWE face au catch féminin. Moi, Mercedes Martinez, j'aurais personnellement préféré qu'elle signe chez All Elite. Je pense qu'All Elite ont loupé quelqu'un avec quelqu'un comme Mercedes Martinez, parce que il manque quelqu'un pour cadrer le roster féminin, je trouve, chez All Elite, et quelqu'un comme Mercedes Martinez, je pense qu'elle aurait pu clairement faire le taf. Il y a des rumeurs aussi, on parle de Lufisto qui pourrait arriver un peu en tant que leader de backstage. Et moi, j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un. Il y a aussi Cody, Tessa Blanchard, qui est agent libre en ce moment et qui va faire une différence, peu importe si elle signe à la WWE ou à AEW. Ouais, d'accord, très bien. On avait quelques questions. Est-ce que tu as 10 minutes encore pour quelques questions des auditeurs? Allons-y pour 10 minutes. Très bien, très bien. Enzo, est-ce que tu avais quelque chose à dire à Pat? On t'a pas trop entendu, Enzo, je suis désolé, mais avec ton micro, tout ça. C'est moi qui m'excuse. Je voulais juste, tout vite, petite question, savoir, est-ce que malgré le fait que tu t'intéresses à André, le géant, est-ce que tu t'es déjà intéressé au catch français et au talent du catch français? Je pense à Tristan Archer, Aigle le Blanc, Senza Volto, et du côté féminin, Amal, qu'on a pu voir championne actuelle VXV, et par exemple aussi Shana, catcheuse de la AEW. Écoute, j'ai pas la chance et j'ai pas le temps de suivre le catch français comme je le voudrais. Je suis un peu les nouvelles d'un peu partout, mais je connais peut-être pas la scène indépendante du catch français. Évidemment, lorsque une compagnie majeure signe un catcheur français, à cause du côté francophone, je m'y intéresse davantage, et là je fais mes devoirs et je fais mes recherches. Comment s'appelait Tom Laroufa? Sylvester Lefort. Sylvester Lefort, je me souviens, j'avais été voir
un événement d'NXT en Floride et j'avais passé un bout de l'après-midi à discuter avec lui. Je crois qu'il était très content de parler en français. Ouais, j'imagine. Et c'est drôle, vous me nommez Amal. Elle était à Toronto l'an dernier lorsque nous, on avait avec Femme Fatale, Chimère, Shine et la promotion locale de Toronto on avait mis un événement ensemble qui s'appelait le Summit. Et puis Amal était venue, elle n'était pas sur notre show à nous, mais elle était sur d'autres événements qui étaient disputés au même endroit et j'avais eu la chance de la rencontrer. Smash Wrestling, oui, exactement. Et j'avais eu la chance de la rencontrer et très, très, très sympathique. Shanna, qu'on a vu à AEW, si c'était pas de la pandémie, on avait un événement de Femme Fatale à Québec, dans la ville de Québec, et on avait un match mixte de planifié entre Shanna et Ivo Luno. AEW. Donc, parce qu'on faisait un tournoi mix dans le cadre de cet événement-là, et là, on voulait un combat hors tournoi entre un homme et une femme, et si ça n'avait pas été ça, Shanna serait venue au Québec pour un combat. Donc, bon, c'est ça, je connais celles et ceux qui arrivent à faire parler d'eux par les fédérations plus majeures, mais malheureusement, entre suivre la scène locale ici au Québec, la WWE, AEW, bon, il y a tellement de catch à regarder, à un moment donné, il me manque d'heures dans une journée, donc j'essaie d'avoir une vie, hein, c'est chose. Donc, malheureusement, j'ai pas la chance de suivre le catch français autant que je le voudrais. Mais en tout cas, moi, si je peux te dire un petit nom comme ça, c'est Senza Volto, qui a fait tourner, qui a catché chez AEW à Chicago, c'est ça, c'est la AEW. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Oui. À la AEW, il a catché à la Rev Pro, enfin voilà, il commence à grandir de plus en plus, et je pense que c'est la pépite française à suivre. Voilà, parfait. Je vais faire mes devoirs à ce moment-là. Un catcheur, on se rappelle dans quelques temps, et puis on voit si tu as fait tes devoirs, Pat. Très bien. Et nous, on bossera, mais même si tu as vu, hein, on essaye de s'intéresser au catch québécois aussi. Parce que moi, j'adore toujours découvrir, pour ça j'adore regarder des petites structures. Par exemple, ces temps-ci, je regarde beaucoup la nouvelle promotion, enfin la promotion de Matt Tremont. Et lui, il a une école, une school, et il essaye de construire des nouveaux catcheurs. C'est pas parfait, mais j'adore ça. Découvrir des jeunes talents, et c'est peut-être le truc que je kiffe le plus, que j'aime le plus dans le catch, c'est découvrir des jeunes catcheurs. Et c'est ce que je fais un peu de mon petit côté dans ma petite promotion dans ma ville, et je découvre des jeunes talents et j'essaye de leur donner des petits conseils avec ma petite carrière de catcheur que j'ai eu, et c'est ce que j'ai toujours aimé faire ça, et j'ai fait pareil avec Enzo, je l'ai lancé un peu dans le podcast. Juste, alors il y avait une question, alors je m'en excuse à nos auditeurs qui ont posé pas mal de questions, mais déjà on a dépassé, je veux pas prendre trop de temps de Pat, mais si vous avez des questions, je pense qu'ils peuvent te les poser sur Twitter et tu y répondras. Twitter, Facebook, Instagram, Pat Laprade, je suis assez accessible à ce niveau-là. Oui, pour le coup, hein, si je t'ai envoyé un message, tu as répondu très rapidement et il n'y a aucun problème là-dessus. Il y a Dark Note, un de nos modérateurs, qui te demandait, je pense qu'on va terminer sur cette question-là, quels sont tes futurs projets, des futurs livres, des futurs reportages, Pour l'instant, rien de prévu. L'équipe de Dark Side of the Ring communique avec moi de temps en temps pour avoir avoir mon opinion sur des sujets de reportage qu'ils voudraient faire. On a envoyé un projet à nos éditeurs en anglais pour un prochain livre, mais on n'a pas encore eu la réponse, donc je ne peux pas en parler davantage. Donc, il y a toujours des choses qui sont en chantier, qui sont en chemin. Mais en même temps, ça fait du bien aussi des fois juste de relaxer. J'ai tellement de choses en ce moment
en même temps que de ne pas avoir un autre projet. Des fois, ça fait juste du bien de prendre ça un peu plus calme, un peu plus relax. Mais c'est sûr qu'il va y avoir d'autres livres, c'est sûr qu'il va y avoir d'autres reportages, mais pour l'instant, rien qui se concrétise ou rien de décidé encore. Bon, très bien, merci à toi Pat en tout cas, c'était un grand plaisir de t'avoir chez nous, chez les rebuts du catch. Enzo, est-ce que on t'a pas beaucoup entendu, encore une fois, mais la chaîne des rebuts du catch, c'est pas que moi, c'est beaucoup moi qui est mis en avant parce que je l'ai créé, mais Enzo fait vraiment partie de la chaîne des rebuts du catch. Ça arrive, des fois on dit c'est la chaîne à Cody, non, c'est la chaîne de Cody et Enzo, et je tiens à le dire vraiment, mais même si on n'a pas entendu beaucoup Enzo, est-ce que tu as un dernier mot à dire à Pat ? Merci, c'est le plus grand des mots que je pourrais te dire. Merci d'apporter cette culture parce que moi qui est un jeune fan, c'est très important d'avoir de la culture sur le catch et ce genre d'entrevue peut que aider à enrichir la culture sur le catch. Et ça me fait extrêmement plaisir. Et Enzo, si tu as des questions sur le catch féminin pour un projet ou un autre, n'hésite pas et ça va me faire plaisir de t'aider et de te répondre. Merci beaucoup. Très bien. D'ailleurs, l'histoire d'un rebut qui parle du catch féminin est disponible déjà, le premier épisode, où ça part des années 1940 jusqu'à quand, Enzo ? Jusqu'à 2014, l'arrivée de Page et ce segment en 2015. C'est vraiment le dernier morceau de l'épisode. Donc le premier épisode est disponible, le deuxième arrive très bientôt sur la chaîne des rebuts du catch. Un grand merci à toi Pat, c'était un plaisir de parler avec un passionné, un professionnel, un promoteur, un commentateur. Ce que je suis un tout petit peu moi dans mon petit domaine parce que je commande des catchs des shows de catch français et c'est moi clairement c'est une passion d'être dans le catch et c'est ma vie le catch et je pense que c'est la tienne aussi et c'est la Enzo aussi, c'est ce qui réunit tout le monde sur la chaîne des rebuts du catch pour le coup et j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça soit en vidéo et on a essayé de faire avec les moyens du bord avec le micro d'Enzo tout ça et bien entendu en audio sur Spotify, Deezer, SoundCloud. On va peut-être essayer d'aller sur Google Podcast, j'ai vu que ça existait, je savais pas. Donc voilà. En tout cas, un grand merci à toi, Pat. C'était un plaisir. Merci à vous deux de l'invitation. Merci. Bonne fin de nuit. Ouais. Moi, je vais regarder le King of Deathmatch pour pas. Et voilà. Ah ouais. Et ouais. On a. Merci beaucoup. À chaque fin d'émission, on a un petit mot. C'est comme on te l'a dit tout à l'heure, c'est soyez curieux. Donc Enzo va te montrer comment on dit au revoir chez nous. Comme on dit chez nous, banzai et surtout n'oubliez pas. Soyez curieux. Allez, ciao, banzai. Ciao, banzai.